Alors aujourd'hui on est dans le Porzay, un pays au nord de Quimper, et on est dans un lieu assez incroyable dont je voulais vous parler depuis longtemps et que j'ai déjà filmé dans certaines vidéos que j'ai publiées sur la chaîne, qui est un lieu unique au monde, unique en Bretagne. Je voulais mettre ce lieu à l'honneur au moins dans une vidéo dédiée, parce qu'il a été pour moi très important, en tout cas dans ma recherche personnelle, artistique et tout ça. Et en plus, il a été en proie à de nombreuses rumeurs, à de nombreuses incertitudes, à de nombreuses mauvaises certitudes quant à son origine, quant à ce qu'il est devenu. Enfin voilà, je voulais vous en parler au moins dans une vidéo dédiée. Donc on est au manoir de Tréfintec, de Rose Tréfintec. Tréfuntec en breton, je pense. J'ai jamais entendu aucun vieux dire Tréfuntec, mais je pense que ça se prononce plus Tréfuntec que Tréfintec. Bref, au manoir de Rose Tréfintec. Et pourquoi Rose Tréfintec ? Parce que Rose en breton veut dire le coteau, la hauteur. Et effectivement, on est sur une hauteur géographique, on surplombe la mer à cet endroit-là de la baie. La pointe de Tréfintec est vraiment tout près d'ici. Et là, à l'endroit où je suis, à l'endroit du manoir, c'est une sorte de promontoire. Ce manoir, il date des années 1970, je me rappelle plus exactement de la date, mais en tout cas, il a été construit à cette époque-là. C'est-à-dire qu'avant les années 70, l'endroit où je suis, c'était juste une simple lande, avec une très belle vue sur la baie. Peut-être qu'il y avait des pâturages, peut-être qu'il y avait des bêtes qui broutaient dans cet espace-là. Mais en tout cas, c'était vierge, il n'y avait pas d'habitation. Mais tout va changer justement dans les années 70 avec un personnage qui s'appelle Auguste Le Guélec. Auguste Le Guélec, c'est un monsieur qui est né en 1902 à Quimer, c'est dans le Finistère, entre ici et Brest. Et Auguste Le Guélec, en fait, il a fait fortune dans plein de choses, gestion de banques, de sociétés, et donc qui est devenu assez riche et qui avait des affaires, notamment dans le sud de la France. Et ce Auguste Le Guélec, avec sa femme, venait à l'hôtel de la plage de Sainte-Anne-la-Palud, qui est juste en contrebas dans cette direction. Il venait souvent dans cet hôtel, comme beaucoup de personnalités à l'époque, des acteurs connus, enfin, plein de gens venaient ici. Il se dit qu'il est tombé un petit peu sous le charme du lieu, il est tombé sous le charme de cette ouverture sur la baie de Douarnenez, et donc qu'il lui est venu l'idée ensuite de construire un manoir, finalement qui sera construit ici même. Forcément, Auguste Le Guélec n'était pas tout seul pour le construire, il a fait appel à un architecte, même plusieurs personnes qui étaient assez calées dans le domaine de l'architecture. L'architecte qu'il a appelé avait déjà plusieurs ouvrages dans le sud de la France, sur la côte méditerranéenne. Et donc cet architecte-là, qui s'appelait, il me semble, Barbera, a été entouré, aidé et conseillé pour ce manoir par des architectes de Quimper. Ça, c'est ce qu'on peut plus ou moins apprendre sur le manoir quand on fait quelques recherches, c'est-à-dire comment il a été construit, en tout cas à quel moment il a été construit. Après, s'en suivra toute une histoire qui durera pendant des décennies et des décennies, qui n'est pas trop le sujet de ma vidéo, mais qui est celle de problèmes judiciaires. En fait, Auguste Le Guélec, à peine le manoir terminé, achevé, va organiser, je crois, quelques banquets ici, mais sans vraiment y vivre, et il va mourir assez vite. Sa femme, elle, va tomber malade, et pareil, ne vivra pas dans le manoir. Après autant de temps de construction et d'édification, ne se verra jamais vraiment habité par les gens qui l'ont construit ou autres. En fait, ce manoir a été édifié et finalement est devenu orphelin assez rapidement. Une vente aux enchères a été organisée après quelques années plus tard, il me semble par Ouest France, dans le garage qui est en dessous, parce qu'en fait, à l'intérieur, il y avait du marbre, il y avait beaucoup d'objets de grande valeur, et donc, à la suite de cette vente aux enchères, les gens sont venus, même parfois de plusieurs endroits en Bretagne, très curieux, et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de dégradation, beaucoup de vols et beaucoup de pillages. Le manoir, très vite, est tombé dans un état compliqué. Les gens venaient se servir, les gens venaient casser le marbre pour en prendre des morceaux, ce qui fait que voilà, en fait, le lieu n'a pas vraiment été très respecté. Après, ça a donné lieu à des histoires judiciaires très très compliquées qui ont plus ou moins pris fin en 2016 parce que la commune a racheté le lieu. Mais moi, les questions que je me suis posées, c'est par exemple, qui est ce Auguste Le Guélec ? Qu'est-ce qu'on a de lui ? Quelle trace il reste ? Et surtout, pourquoi il a construit ce manoir ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Qu'est-ce qu'il voulait faire concrètement ? Mais en fait, pour plus expliquer ma démarche et mon rapport à ce lieu, je voulais aussi vous raconter comment je l'ai découvert. En 2017, j'étais parti de Bretagne depuis plusieurs mois, vivre dans un autre coin de la France, assez loin. Et j'avais 17 ans donc à l'époque. C'était un assez grand déchirement pour moi de partir et de quitter la Bretagne.
Ça n'empêche que pendant les vacances de 2 semaines, je retournais quand même au pays et puis je revenais ici parce que c'est d'ici d'où je viens. Ma famille habite ici et puis je pouvais aussi revoir mes amis qui étaient restés en Cornouailles. Et un beau jour, on a voulu faire une sortie ici. Pendant ces fameuses vacances, c'était en avril 2017. On est passé par le bois qui aujourd'hui est un petit peu défriché à cause de la tempête de novembre de l'année dernière, 2023. Mais avant ça, c'était une sorte de bois très, très feuillu, de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas voir le manoir depuis la plage, là où j'ai passé toute mon enfance. Moi, le manoir, je l'avais jamais vu. Ma famille parlait, mes cousines par exemple, parlaient d'une maison hantée, d'une maison de la sorcière, mais j'avais jamais été vraiment voir. Dans cette petite expédition, pas très loin de chez moi du coup finalement, mais j'avais fini avec mes amis par découvrir le lieu plus ou moins par hasard. Je pensais vraiment pas qu'il allait être là, je pensais même vraiment pas qu'il allait avoir la forme qu'il avait, mais je le découvrais comme ça après une petite marche. Je vous mettrai les images en vidéo d'ailleurs, parce que j'avais filmé ça. Et j'avais donc 17 ans quand je découvrais le lieu. Quand je revois les images un petit peu que j'avais filmées, je me rends compte que je m'en foutais. Enfin, je m'en foutais. Visiblement, j'exprime pas grand-chose de marquant, mais je me souviens qu'à l'intérieur de moi, sans pouvoir l'exprimer, j'étais vachement content de découvrir le lieu. Je trouvais ça tellement dingue, tellement grand, tellement puissant, cette espèce de grand morceau de granit et de béton qui domine la baie de Douarnenez. Et donc je découvrais ce magnifique lieu à ce moment-là, à 17 ans. Après, je repartais dans l'est de la France, et quand je revenais, j'avais toujours en tête ce manoir, cette idée de venir lui rendre visite, de venir y passer du temps avec mes amis, parce qu'en dehors du manoir, le cadre est déjà dingue. C'était chez moi, mais je venais de découvrir que même chez moi, même près de l'endroit où j'avais grandi, il y avait encore des choses à découvrir, il y avait encore des secrets. Et c'est quelque chose que je crois toujours et que la Bretagne me prouve encore aujourd'hui. Et ça commençait avec ce manoir-là, qui donc pour moi a une valeur aussi très symbolique et sentimentale, personnelle. Parce qu'à ce moment-là, sans que je m'en rende vraiment compte aussi, c'est la découverte en fait que même si on m'avait pas dit que c'était breton, je le sentais. Je sentais que c'était breton avec mes amis quand on est venu. On a vu toute la bretonité de cette forme, de ces rythmes. On a senti que c'était pas une fausse note dans le paysage, ce manoir, et que même s'il est très spécial, même s'il a cette couleur un petit peu terne maintenant avec le temps, même s'il semble lugubre pour beaucoup de gens, avant d'être lugubre, il est très puissant. Et moi, je trouve qu'il ramène au contraire beaucoup de lumière au lieu, beaucoup de lumière à la baie de Douarnenez. Après, voilà, cette forme pyramidale, elle était d'abord très intrigante. Je pense que c'est surtout cette vigie en fait qui intrigue à première vue. Moi, ce que je trouve magnifique, c'est que contrairement à une pyramide, et c'était mon ami Dénès qui me le faisait remarquer, une pyramide, ça a cette forme-là, alors que la vigie, quand on se met dans un certain angle, elle a cette forme-là. Il y a une des arêtes de la pyramide qui est perpendiculaire au sol. Et ça donne l'impression que le bâtiment est en train de dominer, et il est en train de monter comme ça, de sauter sur toute la baie de Douarnenez qui s'ouvre à lui, et qui est justement derrière là, et dont je vois certaines images à travers les fenêtres. Et cette vigie donc a une telle puissance que déjà à 17 ans, je me rendais compte que inconsciemment, la Bretagne pouvait encore avoir des formes inédites, pouvait encore avoir des formes dont on ne s'attendait pas. Et donc voilà, moi je suis retourné après le plus de fois possible voir ce lieu. Aujourd'hui, je m'en lasse tellement pas, je découvre encore pas mal de choses. Il y a pas mal de détails. L'intérieur, il est assez vierge, il reste plus rien, à vrai dire. Il n'y a plus de mobilier, il n'y a plus de marbre. Peut-être un petit peu au sol, mais voilà, c'est dépouillé, c'est tagué, c'est vandalisé. Après, il y a quand même de jolis tags, il y a de jolis graffitis. Mais bon, bah voilà, vous pouvez voir généralement que l'amas de graffiti, le choix des couleurs, etc. ne donne pas forcément à la couleur grise une esthétique harmonieuse ou cohérente, je dirais. C'est mes goûts personnels, mais je trouve pas que ça rajoute quelque chose au lieu. Mais par contre, ce que je trouve assez beau aujourd'hui, c'est que parmi les tags, il y a celui de quelqu'un qui a voulu répéter le motif, je vous le filmerai, mais voulu répéter le motif des barrières d'entrée, de motifs vertical, alternant cœur un petit peu en spirale, et puis losange.
et la personne a voulu le refaire avec sa bombe de peinture. Et ouais, je sais pas, je trouve ça beau, ça veut dire que la personne, elle l'a observé, ça veut dire que ça a marqué la personne. Je sais pas, ça me donne de l'espoir parmi tout cet amas de graffiti qu'on peut retrouver partout ailleurs, dans toutes les autres villes de France, dans toutes les autres villes d'Europe. C'est toujours les mêmes typos, même si chacune a ses particularités, mais ce n'est pas une esthétique qui surprend, en fait. Alors que cette espèce de symbole avec ses cœurs et ses losanges, je les ai pas vus ailleurs. Et je suis content que quelqu'un les ait remarqués. Il y a aussi un truc qui m'avait vraiment beaucoup marqué. C'est... bon, moi, je vous le filmerai tout à l'heure, je vous mettrai des images. Mais c'est que derrière cette espèce de porte bétonnée, on a la cheminée. La cheminée qui est au pied de la vigie. Et la cheminée, en fait, elle est très particulière. Elle reprend un petit peu les codes des anciennes cheminées bretonnes. Mais ce qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est que sur le linteau, en granit de la cheminée, il y a un symbole. Et ce symbole, à l'époque, moi, à 17 ans, j'étais très très curieux des symboles. J'adorais vraiment la puissance que pouvait avoir un signe, le côté graphique, le côté esthétique d'un simple symbole, d'une forme qui renfermait en elle tellement de choses. Et donc j'étais très attiré par ça. Alors forcément, quand j'ai vu le linteau de la cheminée et que j'ai vu ce symbole, j'ai tout de suite pensé à Assassin's Creed, j'ai pensé à un symbole maçonnique, j'ai pensé à plein de choses, à des tas d'explications de cette petite forme-là qui était un petit peu mystérieuse pour moi. Et je ne savais pas trop dire d'où ça pouvait provenir, de quoi ça pouvait s'inspirer. Mais c'est que quelques années plus tard que j'ai appris et que je me suis rendu compte qu'en fait ce symbole représente tout simplement le manoir. C'est une synthétisation minimaliste du manoir en un tout petit symbole. Et je trouve que d'avoir réussi à faire ça à partir d'un manoir qui a quand même des formes complexes, enfin il y a beaucoup d'angles, il y a des moments, il y a des rythmes qui s'arrêtent, ça reprend, ça s'arrête, d'avoir réussi à condenser ça dans un petit symbole aussi puissant qu'il est représenté sur le linteau de la cheminée, franchement j'étais super heureux et ça m'avait beaucoup enchanté de voir ça. Ça créait un petit monde en fait, ça créait carrément une mystique autour d'un simple manoir. C'est-à-dire que le manoir avait son propre symbole, avait son propre emblème, son propre écusson. Et cet écusson-là, en plus, était moderne, mais pour les années 70, je trouve ça complètement moderne, complètement actuel. Et du haut de mes 20 ans, je crois, au moment où j'ai découvert ça, j'étais subjugué, j'étais super content. Et d'ailleurs, cette forme de manoir, qui est très curieuse, on pense probablement qu'il s'agit d'un hommage aux maisons bretonnes traditionnelles, aux hameaux bretons, à tous les cairs qu'on retrouve en Bretagne, et qui sont composés à la fois d'une place centrale, celle où je me trouve actuellement, de longères, de fermes, qui sont donc disposées en face de moi. Là, il y en a une ici et une ici. Les bâtiments, ces trois bâtiments-là sont reliés entre eux, on peut accéder de l'un à l'autre, mais je crois n'étaient pas destinés à être comme les mêmes pièces. C'était vraiment, non seulement c'était pas les mêmes pièces, mais c'était pas les mêmes fonctions, les mêmes bâtiments. Donc on se retrouve vraiment dans un hameau breton, mais moderne. Chaque bâtiment a son utilité. Dans chaque bâtiment, il y a sa famille. Et surtout, on retrouve le clocher du village, qui est donc symbolisé par la vigie. Cette forme triangulaire là symboliserait le clocher du village. Ça aussi, je l'ai appris beaucoup plus tard, en lisant un livre notamment sur Tréfintec, écrit par des gens d'ici, un très bon livre d'ailleurs, qui m'a beaucoup éclairé sur l'histoire du lieu, sur Auguste Le Guellec, et qui a répondu à beaucoup de mes questions, notamment celle-ci. Quelle est la symbolique du manoir? Pourquoi cette forme? Pourquoi cet agencement? Eh bien, très sûrement pour rendre hommage à tous ces cairs bretons, à tous ces hameaux. Et Auguste Le Guellec, ayant sûrement beaucoup voyagé de par ses activités, visiblement tenait encore énormément à la Bretagne, et c'est encore un truc récurrent qui est tellement magnifique, c'est que les grandes personnalités bretonnes, quand bien même elles voyagent jusqu'au bout du monde, finissent toujours par rentrer, finissent toujours par être convoquées par leur terre d'origine. Vous voyez ça? Ça, ce n'est pas vraiment explicable. Comment est-il possible qu'une telle terre accapare autant le cœur de ses enfants, au point que même quand ils réussissent dans les domaines les plus attirants pour beaucoup de gens sur cette terre, c'est-à-dire des domaines qui concernent le pouvoir et l'argent, même là, ils ont besoin de rentrer au pays. C'est juste magnifique. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on pense que Auguste Le Guellec a voulu construire ce manoir ici et sous cette forme. C'était pour laisser probablement un héritage à la Bretagne, peut-être un héritage aux jeunes Bretons. Il a visiblement pas voulu faire un manoir dans des styles qui étaient
admis dans des styles conventionnels et dans des styles qu'on voit partout ailleurs, même en Bretagne. Et justement, ce que je trouve beau, c'est que Auguste Le Guellec, à mon avis, à mon sens, a réussi son pari, puisque au moins il y a un jeune breton qui est touché par cet héritage-là, par ce legs. Je sais qu'Auguste Le Guellec ne peut pas s'en douter, ne pourrait pas le voir, mais s'il pouvait le voir, moi je le remercierais, parce que cet endroit me fait rêver, parce que il me fait vraiment prendre conscience qu'il y a tellement de choses possibles à partir des villages bretons, à partir de nos hameaux. Il a réussi à créer ça, et je sais pas, ça me fait juste me dire que je suis pas en train de dire qu'il faudrait des villages entiers dans ce style-là du manoir. Ça pourrait juste être une note d'espoir pour nous qui avons besoin de recréer quelque chose de nouveau. Et ça devrait être la preuve que c'est complètement possible. Et qu'en plus ça dure dans le temps. Vous voyez, le lieu est quand même en proie à la nature, même s'il est plus ou moins défriché par la commune de temps en temps. Les lierres, les ronces sont un peu partout autour, mais cette espèce d'alliage de béton et de granit fait que ça résiste quoi. Ça résiste, il y a eu des tempêtes, tous les arbres sont tombés. C'est ça aussi qui est dingue, c'est que depuis l'année dernière, le manoir est visible depuis tellement d'endroits, de nouveaux endroits. Je le vois depuis tellement loin maintenant. Quand je suis en voiture, je jette un œil et effectivement, la tempête a balayé tellement d'arbres autour que le manoir est visible, que cette petite pointe, ce petit clocher, cette petite vigie-là est visible depuis tellement loin. En fait, ce que me permet ce lieu, c'est de rêver. Il y a vraiment un besoin de rêver, je pense qu'on a tellement besoin de rêver, surtout quand on essaie de créer quelque chose. Il faut toujours qu'on rêve. Toujours. Avoir un pied dans le pragmatisme, comme je disais, mais aussi avoir un pied dans le rêve, dans l'imagination, et lier les deux ensuite pour faire vraiment des choses. Mais ne jamais sortir du rêve. Et ce lieu-là permet de ne jamais sortir du rêve. Dès que je le vois, dès que je m'y rends, je rêve systématiquement. Il y a aussi des choses magnifiques, c'est Auguste Le Guellec à l'époque a fait appel à Guy Pavec, c'était un sculpteur qui a fait aussi de la peinture. Je connais pas très bien la vie de Guy Pavec, mais je sais qu'il est malheureusement décédé il y a 3 ans maintenant. Mais c'était un sculpteur très doué. Et Auguste Le Guellec avait fait appel à lui pour réaliser des bas-reliefs qui sont de l'autre côté du manoir. Et c'est pareil, ces bas-reliefs-là m'ont complètement marqué quand j'étais venu à 17 ans, parce que contrairement au manoir qui ne porte pas de manière ostentatoire de marques de celtitude telles que des spirales, telles que des entrelacs ou toute cette culture-là de la celtitude des années 70, du revival celtique. Ce que j'aimais aussi, c'est que le manoir était assez discret dans sa celtitude. Là où justement les sculptures et les gravures et les bas-reliefs de Guy Pavec, disséminés à des petits endroits du manoir, venaient, elles, au contraire, ramener beaucoup de symboles et beaucoup de motifs. Et je sais pas, cette harmonie-là du très celtique, disséminé dans un énorme endroit qui, lui, n'a pas besoin de dire qu'il est pour être, je sais pas, ça avait créé quelque chose en moi, et je m'étais dit, mais quel univers, devant quoi on se trouve là. Je disais à mes potes que c'était juste dingue, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces bas-reliefs, quel est le but du manoir? Ça m'avait totalement habité, en fait, ce sentiment-là. Et quand on regarde ces entrelacs, quand on regarde ces sculptures aussi, il faut juste se rendre compte que c'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien sculpté, c'était fait à la main. Et ça aussi, ça nourrissait énormément mon imaginaire, de savoir qu'à côté de chez moi, encore, il y avait, comme ça, caché à des petits endroits, des secrets, des prouesses techniques, des prouesses artistiques, un cadre ornementatif, lui, pour le coup, très moderne et magnifique aussi, c'est-à-dire une sorte de cadre, on retrouve quand même des rythmes très celtiques, mais modernes. On n'est plus sur des courbes, mais on est sur des angles. Et c'est aussi ça qui m'avait fasciné ici, c'est qu'on a des angles partout, c'est des angles bruts, il y a une brutalité dans les rythmes du manoir qui me rappelle quand même énormément mon pays, en fait, dans ses aspects donc les plus durs. Et forcément, quand on descend en bas, sur la petite pointe, on la voit, la brutalité, on la sent. Ce manoir avait besoin d'être brutal pour résister à cette brutalité-là de la nature. Et vous voyez, il est encore debout aujourd'hui. J'ai beaucoup dessiné ce manoir. Je l'ai dessiné un petit peu quand j'étais en école d'art. Après, j'ai essayé de faire quelques travaux, quelques gravures pour le mettre à l'honneur. J'ai pas encore vraiment l'impression d'avoir réussi à lui rendre vraiment l'honneur qu'il doit avoir dans une œuvre à part.
Il faudrait peut-être que je fasse un grand format un jour, je sais pas, que je creuse un grand morceau de bois juste pour le manoir, mais il faudrait une composition vraiment digne de ce nom. Après, le futur du manoir, c'est aussi une autre question. Dans les années 90, je crois que c'était une cousine de Monsieur Le Guellec, une petite cousine ou je sais plus trop, qui se proclamait digne héritière, ou héritière légale plutôt, bien qu'elle n'ait pas été reconnue en tant qu'héritière légale, il me semble. Enfin bref, elle avait quand même pris le devant et décidé d'habiter dans la petite maison de garde qui est un petit peu plus loin là-bas, et elle vivait ici. Donc c'était une sorte de gardienne des lieux et qui, selon les témoignages que j'ai réussi à récolter, était vachement sympa, sympathique. Elle avait d'ailleurs aidé des jeunes à organiser une rave party dans le sous-sol et aussi à l'extérieur. Ça avait fait un petit peu parler, parce que forcément les gens du coin, je sais pas si c'était vraiment pour, mais cette vieille dame-là était ravie. Il y a un petit documentaire de France 3 d'ailleurs dans lequel on peut la voir très ravie que cette rave party ait lieu. Et je pense qu'il y a aussi là quelque chose qui devait peut-être habiter son cousin ou son oncle. Alors je sais encore une fois pas qui était Auguste Le Guellec par rapport à elle, mais qui devait l'habiter lui, c'est-à-dire laisser à la Bretagne, laisser aux nouvelles jeunesses bretonnes quelque chose dont lui ne récolterait pas les fruits. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui est beau, il a construit ça sans y avoir vécu, il est mort comme ça. Évidemment, il a probablement pas décidé de sa mort, mais il n'a même pas profité finalement du lieu. Il l'a posé comme ça. Et pour moi, c'est pas pour qu'il soit détruit. C'est pas pour qu'il reste encore indéfiniment dans cet état-là de végétation. Je sais pas, le fait que ce soit une ruine m'a aussi beaucoup touché quand je suis arrivé. Mais je sais pas si, pour le coup, j'aimerais que quand je montrerai le lieu à mes enfants, ce soit encore une ruine. Je crois que j'aimerais bien que quelque chose soit fait ici. Et j'aurais pas la prétention d'avoir trouvé quoi y faire. Il y a des gens qui parlent d'une sorte de maison d'hôte pour les randonneurs, parce que le GR34 passe pas loin. Il y a des gens qui parlent d'une sorte de maison de quartier pour les jeunes de Plonévé-Porzay, mais on est quand même pas tout près du bourg. Alors je sais pas, peut-être un endroit où on pourrait faire de la musique, peut-être un endroit où on pourrait créer des choses, faire de l'art, faire de la culture. En fait, il y a tellement d'idées à avoir, et je pense que beaucoup de gens ont plein d'idées, mais juste, voilà, on sait pas, la mairie de Plonévé-Porzay doit avoir un dossier comme ça sur le sujet, et je sais pas si c'est un sujet dont ils ont envie de s'occuper maintenant. Et peut-être que c'est un sujet dont ils s'occuperont jamais. Visiblement, le manoir tient, donc à mon avis, c'est pas pour rien, et c'est pour que quelque chose de beau y soit fait à l'avenir. Moi, je continue d'admirer ce lieu. J'aime pas l'idée qu'on vienne le dégrader, par contre. La nature le fera, et la nature est assez forte pour le dégrader, mais je pense pas que les humains et nos penchants et nos envies destructrices soient les bienvenus ici. En tout cas, visiblement, à chaque fois que je viens, il y a toujours plus de saleté, toujours plus de choses détruites. Et bon, bah c'est comme ça, hein, c'est la nature humaine, quoi. Mais je pense que c'est aussi dans la nature humaine de se réguler entre nous. Et donc je sais que si jamais je viens ici en voyant les miens casser quoi que ce soit, je m'y opposerai fermement. Je pense que ce sera mon devoir aussi, d'une certaine manière, de protéger le lieu, quoi. Encore un lieu que j'aime profondément dans mon pays, et que je voulais vous faire découvrir sur la chaîne YouTube. J'espère que ça vous aura plu en tout cas.